jusqu'à ce que vraiment nous comprenions ce que c'est. Ensuite, il a clairement expliqué les précipitations, leurs origines et leur répartition, avant de nous amener vers les impacts globaux du changement climatique et sur les précipitations, avec des détails très pertinents même. Par la suite, M. Sarr a clairement détaillé sur les causes des inondations, sur les infrastructures. Enfin, M. Fall est revenu et a apporté des solutions qui méritent d'être partagées, des solutions très intéressantes. Pour un peu venir sur les solutions, il nous a ordonné ou bien conseillé de bien utiliser les énergies renouvelables, d'arrêter la déforestation et en tout cas planter des arbres. Et au niveau des infrastructures, il est venu sur une question qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire assainir, faire des canalisations au niveau des infrastructures, surtout linéaires, comme les routes. Et sur la quatrième solution, M. Fall a conseillé de faire des collectes des eaux pluviales avec des bassins de rétention, des jardins de pluie, des zones humides naturelles et artificielles. Bon, sans plus tarder, je pense que nous allons maintenant passer la parole à l'assistance pour leurs interventions. Alors, nous demanderons à ce que vous puissiez lever les mains, que nous puissions vous donner la parole par ordre d'arrivée. Monsieur Sering, je pense que c'est Sering. Monsieur Semi Diouf. Allô, vous m'entendez? Oui. Je prends la parole. Oui, vous pouvez y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Je tiens d'abord à féliciter mes deux collègues, Papa Fall et Mamadou Sarr, pour leur brillante présentation qui a été très riche en enseignements. J'aimerais apporter une modeste contribution à cette discussion sur ce thème d'actualité, à savoir les changements climatiques, les précipitations extrêmes, ainsi que leurs conséquences sur les infrastructures au Sénégal. Donc, comme l'ont souligné mes collègues et comme nous le savons d'ailleurs tous, les effets du changement climatique sont aujourd'hui partout ressentis dans le monde et quelquefois de manière même tragique. Plus inquiétant encore, on voit que les modèles climatiques qui sont une représentation mathématique et informatique des processus physiques et chimiques qui régissent le climat, ces modèles-là mettent ou bien alertent sur un risque élevé pour la vie sur Terre, exacerbant ainsi non seulement les catastrophes naturelles, mais aussi peuvent entraîner des déséquilibres de nature écologique, mais aussi socio-économique. Et fort est de constater aussi que le Sénégal n'est pas en reste face à ces bouleversements. Donc, le pays est particulièrement touché par une augmentation et une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations qui nous intéressent particulièrement dans ce webinaire. Et ces dernières sont devenues une préoccupation majeure parce que pour les autorités d'ailleurs sénégalaises qui ont le gouvernement qui a d'ailleurs investi, si je ne me trompe, plus de 40 milliards de nos francs CFA pour essayer de contenir ce fléau. Et malgré tous les efforts qui ont été consentis, on voit que les résultats
peinent à répondre. Donc, dès que des pluies dépassent des normales saisonnières, on voit que des milliers de personnes se retrouvent déplacées, mais aussi on note que des infrastructures sont gravement endommagées et malheureusement, des fois aussi, on peut noter des pertes en vies humaines. Et par rapport aux causes des inondations, je dirais qu'au Sénégal, les inondations sont le résultat de plusieurs facteurs qui sont imbriqués ou en quelque sorte interconnectés. Et parmi ces facteurs-là, on peut citer, donc les collègues l'ont d'ailleurs même souligné, une urbanisation rapide et souvent qui n'est pas planifiée. Donc les gens se permettent de construire comme ils veulent et où ils veulent. Il y a également la saturation des nappes phréatiques, mais aussi une mauvaise gestion des infrastructures hydrauliques. Et pour en venir aux impacts des changements climatiques sur les infrastructures, parce que ça intéresse les ingénieurs, il est évident que ces derniers sont actuellement aussi mis à rude épreuve. Parce que l'augmentation des précipitations extrêmes, souvent associées à une mauvaise planification urbaine, a des conséquences souvent directes sur les routes. On peut citer les ponts, les bâtiments publics, les habitations, entre autres. Et ces dégâts causés par les inondations entraînent souvent des coûts économiques qui sont colossaux pour l'État, mais aussi en particulier pour aussi les particuliers, c'est-à-dire les personnes lambda, dont les maisons sont souvent fréquemment détruites. Et puis pour conclure, je dirais qu'il urge donc de repenser à la résilience de nos infrastructures, non seulement pour mieux s'adapter aux réalités climatiques actuelles, mais aussi pour anticiper les défis futurs. Et donc, pour réduire la vulnérabilité du Sénégal face aux aléas climatiques, il faut une meilleure coordination entre les différents acteurs du développement urbain, une gestion plus rigoureuse de l'occupation des sols, mais aussi un dernier facteur non moins important est la prise en compte des projections climatiques dans la conception des infrastructures. Donc, j'en ai fini, monsieur le modérateur. Encore merci beaucoup à nos deux collègues pour leur très belle présentation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diouf, pour cette belle intervention. Nous sommes vraiment ravis. Ça a été d'une importance capitale. Bon, monsieur Fall, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Sinon, nous pouvons donner la parole. À part le remercier pour sa pertinente intervention, vraiment, je n'attendais moins pas. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai quelque chose. Ok, merci beaucoup. Ok. D'accord, je disais que vraiment, merci beaucoup à Sémou Diouf pour son intervention. Et je pense qu'il vous a bien dit, vous les ingénieurs, vous avez du travail à faire. Actuellement, toutes les constructions, surtout les ingénieurs en génie civil, les électromécaniciens, vous devez tous veiller à l'intégration des impacts du changement climatique sur les constructions, de même que dans les industries où il y a des centrales électriques qui consomment des énergies fossiles. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur Fall. Nous allons passer la parole à monsieur Massara Diakhaté. Monsieur Massara Diakhaté. Je pense que pour les questions, ça peut être une interaction, s'il y en a, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils posent leurs questions, vous pouvez directement répondre. Bonjour, vous me recevez? Oui, oui. C'est pas monsieur, mais c'est madame. Madame, voilà. Nous nous excusons, madame Massara Diakhaté.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. D'abord, je vais commencer en remerciant monsieur Fall et monsieur Sarr pour cette belle présentation qui est vraiment très riche en termes d'enseignement, en termes de réflexion, et ça va nous permettre d'augmenter des savoirs. Je les remercie vraiment. Bon, moi, j'ai des contributions. D'abord pour les inondations, comme les deux événements, donc le premier de Touba et celle qu'a présenté M. Sarr. Bon, j'avoue que j'ai l'habitude d'entendre des inondations sont très difficiles à parler et à dire exactement leur origine. Parce que des fois, on peut voir des inondations qui sont causées par une forte précipitation qu'on a enregistrée, comme le cas de Touba. 140 mm sur Touba en moins de 24 heures, c'est vraiment extrême. Et pour l'inondation du 2 septembre que M. Sarr a présenté, certes qu'on a reçu une faible quantité de précipitation, mais quand même on a l'inondation. Là, cette inondation peut être causée par autre chose. Peut-être c'est les jours avant, on peut enregistrer des précipitations un peu importantes. Donc, il y a la quantité d'eau qui est là. Donc, quand 10 mm de pluie peut rajouter et peut causer énormément d'inondations. Voilà. Pour le cas de Touba, cette quantité de précipitations peut tomber ailleurs sans qu'on parle d'inondation comme à Ziguinchor. Et pour les infrastructures, des fois, les techniciens peuvent construire des infrastructures, utiliser les mêmes matériaux qu'on utilise à Dakar dans les autres régions. Exemple, sur l'axe Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor. Bon, moi, je suis étudiante à l'université Assane Seck de Ziguinchor et que je fais tout le temps la navette entre Dakar et Ziguinchor par la route et on constate qu'il peut construire des infrastructures. En un mois, on voit que les infrastructures sont dégradées et sans accompagnement ou bien il y a faute de dimensionnement qui peut causer vite fait les dégradations. Et que de plus en plus dans le futur, avec les scénarios climatiques, on va assister de plus en plus à ces genres d'événements. Mieux vaut que la population et les ingénieurs qui sont sûrement dans le webinaire doivent faire de telle sorte que quand ils dimensionnent ou bien quand ils construisent, mettre les aspects climatiques tels que la précipitation et la température, de prendre vraiment de poids pour éviter de construire des infrastructures en une très courte durée se dégrade. Parce que là, il y a l'argent de notre pays qui est en l'air. Et que dans tout le Sénégal, dans les régions où on parle d'inondation, il faut fortement éviter de faire bien couvrir les sols. C'est le cas de Dakar, raison pour laquelle chaque année, depuis récemment, on parle d'inondation. Chaque année, on ne peut pas passer une saison de pluie sans inondation à Dakar. Donc, l'eau qui tombe il ne voit pas le sol qui va là où l'eau va s'infiltrer. Parce que Dakar est vraiment, vraiment couvert en termes de pavés, en termes d'autres choses. Et il y a l'urbanisation, comme M. Diouf l'avait souligné. Donc, il faut vraiment, vraiment faire de très bonnes infrastructures qui va nous permettre d'éviter de parler des inondations. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Massara Diakhaté, pour cette belle contribution. Merci vraiment, bon. Ça a été intéressant. Monsieur le présentateur, Monsieur Fall. Oui, je voulais reprendre la parole parce que Madame Massara a souligné des points très importants, comme le fait d'utiliser les mêmes matériaux dans des endroits différents. Comme à Ziguinchor, la quantité de pluie qui tombe là-bas est largement supérieure aux autres quantités de pluie qui tombent au centre et au nord. Donc, si on prend les infrastructures ou bien les mêmes matériaux que l'on utilise à Dakar pour construire les routes à Saint-Louis, donc à une courte durée, les routes vont se dégrader.
Donc, il est important pour vous, les ingénieurs, de tenir en compte de cela. En même temps aussi à Dakar, au-delà de la bétonisation, les nappes aussi sont très chargées, saturées. Parce que ici, vous ne voyez pas de forage. Donc à Dakar, on ne construit pas de forage. Donc l'eau qui est sous les nappes, les eaux qui sont sous les nappes ne sont pas en retour utilisées. Donc il suffit que le ciel fait tomber une petite quantité d'eau. Là, on parle d'inondation. Alors que comme M. Sarr et Massara l'ont dit, quand cette quantité est ramenée à Ziguinchor ou au centre, cette précipitation n'est pas extrême et ne peut même pas causer d'inondation dans d'autres zones. Mais ici à Dakar, beaucoup de facteurs anthropiques participent aux inondations qui doivent être tenus, qu'on doit tenir en compte pour lutter contre les inondations. Merci beaucoup. Merci, M. Fall. En tout cas, Mme Massara est venue sur un point très intéressant qui mérite l'intervention des ingénieurs. J'attends votre partie sur le problème de la dégradation prématurée des infrastructures, surtout des routes, comme elle l'a expliqué. Maintenant, je vais passer la parole à M. Abdou Fall pour son intervention ou éventuellement question. Après, nous allons passer la parole à Mohamed Dia. M. Fall. M. Abdou Fall. Allô, bonjour. Oui. Oui, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette présentation qui est très riche, très instructive. J'ai juste une suggestion ou bien un conseil que je vous donne. Je ne sais pas si ce webinaire est enregistré ou pas. Si oui, je pense que c'est quelque chose que vous devrez impérativement présenter aux autorités des médias, aux responsables des médias. C'est un document qui doit passer souvent à travers les médias, les télévisions et particulièrement à la RTS. Ça peut constituer un déclic sur l'éveil des consciences et des autorités, des spécialistes qui ont trait avec, dont leur métier a un impact direct sur les changements climatiques. Et surtout, ça peut faire un déclic sur l'éveil de conscience des populations. C'est ce conseil que je voudrais vous donner. Je vous remercie. Merci, M. Fall, pour ce conseil très intéressant. Allô, M. Sen? Oui. Si vous me l'accordez, je voulais remercier la personne qui vient d'intervenir. C'est un grand ingénieur, un électromécanicien. Et je pense que ça serait important que vous, jeunes ingénieurs, de le côtoyer. Vraiment, il a une belle expérience. Il a fait les centrales Sokosim, Watsila, Mali. Et donc, je vous suggère de le côtoyer pour acquérir de ses connaissances et compétences. Merci beaucoup. Ok, merci, M. Fall. Nous voudrions juste rassurer M. Abdou Fall. Le webinaire a été enregistré, Inch'Allah. On n'y manquera pas de le partager, Inch'Allah. Monsieur Dia, Mohamed Dia, si vous êtes là, vous pouvez intervenir, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais également, à l'entame de mes propos, féliciter les deux présentateurs pour leur exposé brillantissime. Ce sont des jeunes qui s'investissent dans la recherche de connaissances et qui ont aujourd'hui, d'après notre doyen Abdoulaye Fall qui vient de sortir, qui ont aujourd'hui produit un document qu'on pourrait éventuellement proposer à nos autorités étatiques pour qu'ils l'exploitent afin de bien mener les politiques pour la préservation de l'environnement. Donc, selon l'intitulé du sujet, aujourd'hui, on parle des changements climatiques, mais également des impacts qu'ils engendrent au niveau de nos infrastructures, au niveau du Sénégal. Moi aussi, j'ai également suivi avec beaucoup d'intérêt et également avec beaucoup d'attention leur exposé.
Mais je m'attendais également aussi à un secteur, parce qu'on ne peut pas tout exposer quand même, mais je m'attendais aussi à l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, s'ils ont fait des recherches par rapport à cet axe, selon vous, quels sont les impacts du numérique par rapport au changement climatique? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gaz à effet de serre, on ne peut pas vraiment défalquer à ses conséquences l'impact du numérique. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que le numérique ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Mais ce chiffre va être doublé d'ici 2025, selon des recherches. Et moi, j'ai récemment suivi une certification Green Digital Skills, espace numérique vert, avec Inqua Academy. C'est un projet financé par Mastercard Foundation. Alors, selon Carbon Literacy Project, même les mails que nous envoyons aujourd'hui, les téléphones que nous utilisons aujourd'hui ont des impacts sur l'environnement. Et également, dans ce même sens, le Sénégal a ratifié une loi en 2020. Et c'était dans le cadre des ITE, pour indiquer à certaines entreprises leur politique et leurs initiatives pour une réduction de leur empreinte carbone. Donc, moi, la question que je voudrais poser pour couronner le tout, c'est, selon votre exposé, quel est l'impact du numérique par rapport à ce changement climatique? Mais également, est-ce qu'aujourd'hui, les États, nos États également, le Sénégal en particulier, de connivence avec les entreprises, par exemple, qui travaillent dans le BTP, quelles sont les politiques qu'ils ont menées pour respecter la préservation de cet environnement en tenant compte également de la réduction de l'empreinte carbone? Merci beaucoup. Merci, M. Dia. Il est intervenu avec véhémence et fermeté. En tout cas, ça a été intéressant. Monsieur Fall, Oui, oui. M. Dia est venu poser une question. Je voudrais savoir l'impact, si vous avez la réponse, bien sûr, l'impact du numérique sur le changement climatique. Si je ne me trompe, c'est la question qu'il demande à savoir. Oui, oui. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dia, pour votre interrogation. Effectivement, le numérique a un impact croissant sur les changements climatiques. Parce que, comme vous le savez, les technologies numériques et l'usage intensif des données consomment des ressources naturelles et de l'énergie en même temps aussi. Donc, le numérique a un impact négatif sur le climat à travers la consommation d'énergie. Et cette consommation va entraîner en même temps aussi l'émission de gaz à effet de serre. Et cette émission causera les changements climatiques. Donc, on peut dire que le numérique impacte sur le changement climatique. Donc, l'utilisation aura forcément des conséquences sur l'environnement et sur le climat. Par rapport aux accords et que l'État a menés, là, comme il l'a dit, on s'était particulièrement concentré sur l'aspect technique, sans pour autant faire des recherches par rapport à cela. Donc, je ne pourrais pas beaucoup avancer sur ce point. Merci beaucoup. Merci, M. Fall, pour la réponse. Bon, M. Sarr, si vous avez... Oui, je crois bien que Moussa Dia a parlé d'une chose très importante, à savoir le numérique, même s'il ne se fait pas l'objet de ce webinaire. Vous avez parlé, M. Fall, des aspects négatifs, mais aussi il y a des aspects positifs par rapport au numérique. Parce que M. Dia l'a dit, par exemple, vers les transitions des énergies numériques vertes, ce que j'ai eu l'opportunité de voyager à l'étranger. Mais quand j'étais là-bas, je voyais un de mes professeurs ne prenait pas, par exemple, l'avion, tout ça. Donc, pour limiter les émissions des gaz à effet de serre, il préférait, par exemple, prendre d'autres moyens de transport. Mais aussi, quand on parle, par exemple, le numérique, il y a un impact positif. Parce que M. Diouf l'a souligné tantôt, c'est M. Diouf, mon collègue, par rapport au modèle climatique qu'on utilise. Parce que quand on utilise les modèles climatiques, ce sont de gros serveurs qu'on appelle
par exemple, les gros, par exemple, machines qui permettent de simuler, par exemple, les modèles climatiques. Et si on n'a pas, par exemple, ces modèles-là, on ne peut pas, par exemple, parler de projection, comme l'a souligné M. Diouf. Et pour faire des projections, il faut avoir, par exemple, une grosse quantité d'énergie. Mais cette énergie-là, par exemple, M. Fall a dit l'énergie fossile, mais on peut transiter vers l'énergie verte, à savoir les énergies renouvelables. Mais avec les modèles climatiques, on va tendre vers des projections et ce sont les projections qui vont nous dire donc les trajectoires qu'on doit avoir, par exemple, sur comment on va émettre, par exemple, les gaz à effet de serre que vous avez souligné, Moussa Dia. Par exemple, il y a des scénarios. On va vous dire que si on ne fait pas quelque chose d'ici quelques années, donc la température va avoir cette trajectoire. Maintenant, s'il y a des politiques, comme vous l'avez souligné aussi, donc avec les autorités étatiques, par exemple les politiques d'adaptation surtout, donc après on aura une baisse de la température. Mais à chaque fois, il faut le souligner, on aura une hausse de la température, mais à chaque fois on dit on va limiter, par exemple, la hausse à tant de degrés. Je crois bien que vous avez souligné un point hyper intéressant qui mérite vraiment un webinaire. Aussi, je crois bien que ce sont ces aspects-là que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sarr, pour votre intervention. Je vais par la suite passer la parole à Monsieur Issaou. Issaou, si vous êtes là. Monsieur Issaou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci aux deux présentateurs de nous avoir fait cette remarquable, de nous avoir traité ce remarquable sujet qui est d'ordre d'actualité mondiale. Et aussi nous remercions au club qui a eu l'idée quand même de mettre en place ce panel. Bon, j'aimerais aussi faire une contribution. Et aussi, avant ça, j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit l'utilisation des matériaux dans différentes localités qui n'ont pas les mêmes situations climatiques. C'est une bonne ou bien belle suggestion. En fait, on peut utiliser les mêmes matériaux pour deux localités qui n'ont pas les mêmes situations climatiques, par exemple au nord et au sud du Sénégal. En fait, lors du dimensionnement, il faut juste tenir des paramètres, voilà, qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas les mêmes dans d'autres localités. On peut avoir les mêmes, par exemple, les mêmes basaltes pour construire une route à Dakar et construire une route à Ziguinchor. Utiliser pratiquement les mêmes matériaux. Il faut juste prendre les paramètres climatiques et voilà, chaque zone, l'utiliser en fonction de l'échelle, voilà, de l'importance par rapport à cette zone. Et aussi, voilà, concernant le thème, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Par exemple, quand on prend l'émission de CO2, qui est un facteur très important pour le réchauffement climatique, quand on prend les deux matériaux, ou moins les deux éléments qui polluent le plus l'atmosphère, qui dégagent le plus de carbone, dont leur empreinte carbone est très importante, c'est la production de l'acier, qui représente une bonne partie, je pense, je ne dis pas de bêtises, c'est environ 11% d'émissions de CO2. Et il y a aussi le ciment. Lors de la fabrication du clinker, il dégage aussi une bonne partie, environ 5 à 6 ou 8% de CO2. Ce sont les deux éléments les plus polluants de l'atmosphère. Donc, quand on parle du ciment et de l'acier, on fait allusion au béton armé, par exemple, qu'utilisent les ingénieurs pour réaliser soit des édifices. Donc, voilà. Dans ce sens, c'est très important, voilà, de penser à d'autres matériaux, par exemple, pour diminuer l'utilisation du béton dans le monde de la construction. Utiliser d'autres matériaux dont leurs empreintes carbone ne sont pas très importantes. Voilà, faire des substitutions. Je pense que vous avez des idées sur ça. Ça va être très important. Au lieu de venir, voilà, de démolir et de reconstruire, c'est mieux de rénover quand même. Ça va permettre de diminuer la production de ces matériaux-là et diminuer par conséquence le dégagement de CO2. Il y a aussi, concernant pour les inondations, les risques,
qui vont avec. Bon, pour lutter contre les inondations, par exemple, pour notre cher pays, ça demande une planification à long terme. Premièrement, il faut changer les mentalités, de faire, voilà, au lieu de trouver des solutions durables, on met un peu des solutions tafiangal, si je peux voilà, utiliser le terme. Il faut juste faire une planification à long terme qui demande voilà, d'intégrer beaucoup de paramètres, surtout une résilience climatique dans la planification urbaine et infrastructure qui permettent voilà, d'anticiper sur les impacts futurs. Ça aussi, il faut prendre en compte. Il y a aussi l'aspect technologique qu'il faut aussi intégrer dans les ouvrages qui permettra de prédire l'avancée des choses quand même, voilà, s'il y a un impact majeur à venir. Ça permet au moins d'anticiper sur ce qui peut causer des dégâts sur soit des inondations ou peut-être des vents très violents. Ça permettra d'anticiper. En grosso modo, c'est ça. Et aussi, il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter pour lutter contre les inondations. Souvent, dans nos pays-là, il y a, par exemple, j'ai ma maison, devant ma maison, bon, il y a l'eau qui stagne là durant peut-être une bonne partie de l'hivernage. J'ai les moyens, bon, voilà, je loue un camion et je remble cette zone. Donc, ça ne va plus, voilà, l'eau ne va plus stagner, ça va s'écouler, voilà. Ça ne règle pas le problème. C'est juste, vous êtes en train de réduire le volume du cavité. Et en réduisant le volume du cavité, vous ne pouvez pas empêcher l'eau de venir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de réduire le volume du cavité qui était en train de, voilà, de prendre cette eau-là. Dès que ce volume est réduit, l'eau ne va plus, durant la pluie, s'il nécessitait, voilà, par exemple, 4 mm ou bien 5 mm pour inonder, même 2 mm, vous allez inonder parce qu'il n'y a plus de cuvette pour récupérer cette eau. Donc, vous l'avez réduit le volume. Donc, du coup, de 2 heures ou bien même pas 1 heure de pluie, voilà, toute la zone est inondée. Pour moi, c'est une mauvaise idée le fait de, voilà, de remblayer les petites, voilà, ces zones qui doivent retenir, qui doivent recueillir ou collecter cette eau-là. Ok, merci beaucoup et merci pour cette présentation. Donc, M. Sen, si vous me le permettez. Oui, allez-y, M. Sarr. D'accord, merci beaucoup. Donc, M. A, vraiment, vous avez dégagé des points très, très, très essentiels. Mais le point qui me fait un peu rire, c'est le point que tu viens de dire, le tafiangal. Malheureusement, au Sénégal, on aime sérieusement le tafiangal parce que si vous prenez le cas, comme vous l'avez dit, les inondations, pour chaque inondation, à chaque fois, on nous dit qu'on doit mettre en œuvre le plan Orsec. Et le plan Orsec, c'est vraiment un plan qui est ponctuel. Chaque année, on vient avec nos motopompes, pomper l'eau, mais à la fin, comme chaque année, donc l'inondation est là. Et je crois bien que c'est essentiel que vous touchiez ce point-là. Donc, le plan Orsec, c'est un plan qui est vraiment maintenant, je peux dire, obsolète. Comme vous l'avez dit, hein, c'est un processus à long terme, mais je crois jusqu'à présent, ça tarde à venir. À chaque fois, on nous sort chaque année le plan Orsec, qui est vraiment un plan ponctuel qui ne règle pas de manière définitive les inondations. Merci beaucoup pour votre contribution. Bon, je vais reprendre si vous me le permettez. Oui, allez-y. Oui, je voulais juste rebondir sur un aspect que M. Dia a souligné, c'est la mise en place des systèmes d'alerte précoce, qui est vraiment très, très intéressant. Parce que nous, dans le domaine, on a des modèles climatiques qui nous permettent de prédire d'ici 2100 l'état du climat, avec différents scénarios. Un scénario, c'est la représentation plausible du climat. Donc, avec les différents scénarios, on représente en fonction des émissions des gaz à effet de serre avec différentes quantités. Donc, je ne sais pas si dans votre domaine, vous avez intégré le changement dans la formation, je veux dire, l'aspect des modules qui parlent sur le changement climatique. Je pense qu'il est, mais si ce n'est pas encore fait, il est vraiment très pertinent
de l'insoleil, ce qui vous permettra de pouvoir connaître d'ici tant d'années quel sera l'état des précipitations, de la température, du vent, de l'humidité. Et tout cela va permettre aux décideurs de pouvoir prendre des décisions quand on veut régler telle situation. Parce que souvent, les solutions que prennent les autorités sont des solutions temporaires, à courte durée, alors que l'humanité est menacée, si je peux le dire ainsi, jusqu'à la fin du monde. Donc, les solutions qui doivent être prises ne doivent pas se limiter. Ces solutions ne doivent pas se limiter à 2 ans, 3 ans ou 10 ans, mais à 50 ans ou 100 ans même. Et ce qui permettrait de pouvoir les faire, c'est la mise en place d'une équipe qui regroupe différentes spécialités pour, en premier temps, étudier le cas, évaluer et prendre des solutions. Et je pense que c'est ce même processus qui doit être adopté pour les constructions et pour la proposition des solutions. On doit mettre des systèmes d'alerte précoce pour prédire l'état du climat et tenir cela en compte dans les solutions, les constructions. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci, M. Fall, M. Aou, ingénieur Aou et M. Sarr pour vos interventions. Je vais maintenant passer la parole à Madame Yacine Faye. Madame Faye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je tenais tout d'abord à vous féliciter et à vous remercier pour cette belle opportunité que nous avons heureusement saisie. Je tenais à remercier M. Sarr et M. Fall pour cette belle intervention. En tant que responsable, en tant qu'étudiant, je suis étudiant en QSSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et c'est avec grand plaisir de participer à cet webinaire qui m'a donné plus de savoir, à savoir que je suis en train, à ce même temps, de préparer mon examen concernant la chimie de l'environnement, à savoir le changement climatique. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. Comme le président vient de le dire ce matin, il a constaté que même l'école où il était, les bâtiments qui sont plus anciens représentent moins de fissures que les bâtiments récents. Pour cela, il appelle à tout le monde de mettre plus de rigueur, surtout la rigueur. J'ai entendu dire que on ne peut pas travailler avec les mêmes matériels dans des zones, localités différentes, mais il faut aussi plus de rigueur sur le travail, mais aussi une bonne supervision, d'où notre rôle en tant que responsable QSSE. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous m'avez offert l'opportunité de plus savoir à ce sujet. Mais aussi, je tenais à dire que nous devons mettre en place des actions préventives pour les inondations au lieu de à chaque fois mettre en place des actions correctives. Vous voyez, à chaque fois on amène des motopompes pour pomper. Et M. Fall a donné aussi comme solution la collecte des eaux de pluie. Et pour moi, est-ce que la collecte des eaux de pluie est
je me demande si c'est une bonne solution parce que on constate que même les eaux de pluie deviennent de plus en plus acides. Et des eaux qui sont tellement acides, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'utilité. Je tenais vraiment à vous remercier pour cette webinaire riche en connaissances. Merci beaucoup. Merci, Madame Faye. Monsieur Fall. Oui. Je pense qu'elle a posé une question. Ça porte sur l'importance ça porte sur l'importance de la création des lieux de collecte. Effectivement, elles sont vraiment importantes dans la mesure où, une fois que ces eaux sont collectées, elles peuvent être réutilisées dans l'irrigation. Même aussi, si les eaux sont bien traitées, elles peuvent être utilisées pour consommation. Mais ça, c'est un autre travail. Mais la collecte des eaux aussi permet de recueillir, partant des villes, vers ces lieux de collecte. Parce que si on draine l'eau, l'eau doit être soit déversée vers l'océan ou dans un endroit. Et ces endroits ne sont rien d'autre que les bassins de rétention. C'est ces zones humides, et artificielles ou naturelles. Donc, il est primordial vraiment de mettre en place des lieux de collecte qui permettent de regrouper les eaux qui drainent partant des villes vers ces lieux-là ou vers la mer ou les océans. Donc, on a 3 solutions pour déverser les eaux pluviales. Soit c'est sur l'océan, la mer ou ces bassins de rétention. Merci beaucoup. Merci, M. Fall, pour la réponse. À présent, nous allons prendre l'intervention de M. Koulibaly et ensuite passer la parole à M. le Président du club et si possible, clôturer avant la prière, avant l'heure de la prière, Inch'Allah, afin que nous puissions libérer les deux présentateurs avant en tout cas la prière de Timis. Monsieur Djibi Koulibaly. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? Bonsoir. Et vous allez bien, j'espère. Oui, ça va. Alhamdulillah. Bon, je tenais à remercier les présentateurs, M. Fall et M. Sarr, ainsi que le modérateur, M. Sen, pour ce webinaire. Vraiment, je la trouve très intéressant. Et comme moi aussi, je suis un peu dans le domaine des matériaux de construction, on cherche toujours à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je vais juste attribuer, donner une contribution au niveau des solutions pour comment faire pour atténuer le réchauffement climatique. Parce que nous savons tous que le secteur du bâtiment est un secteur qui représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est impératif de travailler sur ce domaine afin de trouver une solution. Et dans ce cas, il est nécessaire de faire retour aux matériaux locaux de construction, car c'est des matériaux qui sont non polluants, à bas carbone, des matériaux qui sont à bas prix, mais qui sont à la portée de tout le monde. Par exemple, les argiles. Il y a aussi des cas des matériaux biosourcés tels que les fibres de bois. Il y a le TIFA qui se trouve ici au Sénégal. Tous ces matériaux peuvent contribuer à la diminution de l'effet de serre, à la contribution de CO2 à l'effet de serre. Donc, par exemple, le ciment, c'est un matériau qui consomme beaucoup d'électricité.
et qui est responsable d'une grande émission de gaz aussi à l'effet de serre, tel que le béton aussi, pareil. Donc, il est important de faire recours à ces matériaux locaux dans la construction. Voilà, c'est ça que je voulais un peu intervenir, parce que parmi, j'ai entendu, il y a beaucoup de propositions, de solutions, mais on ne peut pas avoir des solutions sans pour autant intéresser dans le domaine du bâtiment, qui occupe une grande responsabilité pour l'émission des gaz à effet de serre. Et merci beaucoup, vraiment, c'est très important ce webinaire. Merci. Merci, M. Koulibaly, pour votre intervention. Monsieur Sen, si vous me le permettez. Oui, allez-y, M. Sarr. D'accord, merci beaucoup. Je remercie donc l'intervention de mon camarade, M. Koulibaly, qui a touché aussi des points très intéressants sur, par exemple, l'utilisation des matériaux. Quels sont les matériaux les plus adéquats, les matériaux polluants ou non polluants. Mais aussi, il y a une chose que je voulais alerter, parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu de nos ingénieurs, de nos brillants ingénieurs en géotechnique. Par exemple, s'il y a, par exemple, des événements extrêmes, quels sont les matériaux qui pourraient contrer, par exemple, les érosions? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu ces solutions. Je l'espère que ça va venir de vous, les matériaux, c'est vous, donc votre spécialité. Par exemple, si on prend, par exemple, un exemple très simple, à savoir prendre la sécheresse qui va impacter, par exemple, les nappes phréatiques. Donc, on aura une baisse, par exemple, de la nappe phréatique. Et vous le savez très bien, je crois bien que l'eau qui se trouve dans les nappes a un effet de contrer les couches supérieures. Et quand on pompe, par exemple, ou quand il n'y a plus d'eau disponible dans les nappes, c'est-à-dire il y a deux hypothèses. Soit la nappe est vidée par la sécheresse, ou bien la nappe est pompée par les phénomènes anthropiques, par les populations. Donc, on suppose que la nappe est vide. Par exemple, si la nappe est vide, donc l'eau qui contrait, par exemple, l'eau qui était dans les pores des roches, donc l'espace sera vide. Et quand on dit que la nature a horreur du vide, et que, par exemple, s'il y a du vide, les couches supérieures donc, vont s'affaisser et cela va provoquer sûrement, par exemple, des glissements de terrain ou autre chose. Donc, il y a des questions ouvertes donc, que moi, je me pose. S'il y a érosion, donc, comment prévenir, vous, avec ce genre de matériaux? Donc, ça, c'est une question que je vous lance. Donc, peut-être vous allez le discuter ultérieurement ou bien peut-être il y aura des réponses sur ça. Merci. Merci, Monsieur Sarr. J'ai peur que la réponse ne puisse pas pouvoir se faire à ce temps-là, comme vous le savez. Il est presque 19h et quelques. Donc, bientôt la prière, l'heure de la prière. Inch'Allah, on a le contact. On va pouvoir vous répondre ultérieurement, si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup, c'est tout à fait, je suis parfaitement en phase avec toi. Merci. D'accord, d'accord. Alors, à présent, nous allons passer au remerciement, renouveler nos remerciements à M. Fall. Peut-être prendre, si vous le permettez, il y a une autre intervention je ne sais pas, Madame comment, avant l'intervention, Madame Mamdiara Touré, avant de prendre Monsieur Fati pour la clôture. Madame Mamdiara Touré, si vous pouvez y aller un peu trop rapidement, Inch'Allah. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je pense que c'est le soir, c'est vous, parce qu'actuellement, nous sommes dans des localités un peu différentes. Je m'appelle Mamdiara Touré, je suis doctorante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je travaille sur la même thématique que les présentateurs parce que je travaille sur l'impact de la pollution atmosphérique sur les maladies respiratoires des enfants au niveau de Dakar. Donc, je félicite M. Fall et M. Sarr par rapport à leur pertinente présentation. Je me dis que nos travaux se complètent
Donc, parce que pour travailler sur l'impact de la pollution, il faudra avoir les changements climatiques et qu'ils l'ont très bien expliqué. Moi-même, il y avait des choses que je n'avais pas bien compris, comment ça se passe, tout ça. Et grâce à cette présentation, j'ai compris beaucoup de choses. Je me dis que je vais être bref par rapport à ça. C'est juste que si on aura des occasions de ce genre, de faire des genres de webinaires qui permettra au moins des chercheurs d'en discuter sur la situation concernant surtout le Sénégal, ça sera très important. Et je suis vraiment émue. C'est très important de faire ces genres de présentations. Et merci beaucoup. Je remercie vraiment les présentateurs et l'organisation surtout. Merci. Merci, madame, pour cette intervention. Comme je le disais tantôt, nous allons juste renouveler nos remerciements à l'endroit de M. Papa Fall et M. Mamadou Sarr, si je ne me trompe, c'est comme ça, M. Mamadou Sarr. Comme ça, vous l'avez très bien prononcé. Voilà. En tout cas, nous renouvelons nos remerciements pour cette opportunité que vous nous avez permise, c'est-à-dire d'assister à un webinaire de qualité d'aujourd'hui, comme l'a si bien dit tout le monde d'ailleurs. Le webinaire a été vraiment d'une importance capitale, du début à la fin. En tout cas, des remerciements ne pourront pas vraiment suffire pour magnifier vraiment notre gratitude pour cette opportunité que vous nous avez permis. En tout cas, merci au nom de tout le monde en tant que modérateur. Merci aussi aux intervenants. En tout cas, je vais me limiter là et donner la parole à Monsieur Fati, Monsieur le Président, Inch'Allah, et après clôturer si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, les présentateurs. Monsieur Fati. Oui. Alors, merci, M. Sen, vous qui êtes l'un de nos voyants professeurs. Donc, à l'UFL, bon, vu que le temps nous est compté, je vais m'arrêter malheureusement aux remerciements, bien que j'ai déjà vu d'autres messages à faire passer durant le webinaire. Bon, avant de continuer, je compte remercier de la part du club géotechnique et de tout le collectif des clubs, donc M. Fall, pour ce brillant webinaire et son collaborateur, M. Mamadou Sarr, donc pour cette brillante présentation qui nous a été tous d'une aide très importante. Et je constate qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans ce webinaire et je crois que beaucoup d'ingénieurs ont tiré profit de ça. Ils savent que maintenant, donc, dans les jours à venir, nous avons beaucoup de responsabilités en tant qu'ingénieurs, mais aussi en tant que chercheurs. Parce qu'un ingénieur avant tout, comme on a l'habitude de nous dire nos professeurs, c'est de trouver des solutions. Donc, sans les problèmes, parce que les ingénieurs n'existeraient vraiment. Donc, attachons nos chercheurs et essayons de construire ce Sénégal dans ce sillage-là. Bon, à part cela, je remercie également M. Sen pour cette présentation, pour avoir modéré la réunion. Je ne vais pas y aller plus loin. Donc, il n'est pas bientôt l'heure de la prière. Je pense qu'il est 19h07. L'heure de la prière est bien passée. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être une prochaine fois, essayer de discuter plus amplement. Donc, merci et encore une fois, merci à tous d'être venus. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à M. Fall et M. Sarr s'ils ont quelque chose à ajouter avant de clôturer. D'accord. Bon, je n'ai rien à... Bon, j'ai d'autres choses à rajouter, mais comme vous l'avez dit, l'aide qui nous a été octroyée est arrivé à sa fin autant pour moi. Je remercie Mme Amdiara qui vient d'intervenir. Et le président aussi, vraiment, je tiens à vous exprimer, M. Sen, le président de la commission scientifique et le président du club, mes sincères remerciements pour m'avoir choisi pour vraiment animer ce webinaire. C'est aussi un réel honneur de pouvoir partager mes connaissances.
et échanger avec les participants sur ce sujet. Je suis aussi ravi d'avoir eu l'opportunité de continuer vraiment à cet événement, de contribuer à cet événement. Et je reste aussi disponible parce que le changement climatique n'impacte pas seulement au niveau des inondations. Il y a d'autres impacts, la sécheresse, les canicules, comme je l'ai énuméré précédemment. Donc, si vous souhaitez d'autres thèmes de webinaire, bon, je reste disponible. Mes collègues aussi resteront disponibles pour animer d'autres webinaires. Encore une fois, merci pour votre confiance et cette belle opportunité. J'en profite aussi pour remercier mon collègue qui a accepté de partager ce webinaire, Momouloussa, qui a vraiment été un apport crucial pour l'explication des extrêmes. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fall. Je pense que le président de la commission pédagogique vous a entendu. Inch'Allah, il ne manquera pas à vous contacter pour une autre fois. En tout cas, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci aux participants et merci aux collègues géotechniques qui m'ont permis de modérer cette réunion. Je m'excuse, vous pouvez donner aussi la parole à Momouloussa pour qu'il clôture aussi. Monsieur Sarr. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est nous qui vous remercions de l'opportunité que vous nous avez offert pour partager le peu de connaissances à chaque fois, comme je le dis. Donc, à travers ce webinaire qui est vraiment très enrichissant. Surtout les contributions, les suggestions, ça a été vraiment d'un apport, la discussion. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous salue, M. Sen, et aussi le président, M. Fati. Comme il l'a dit, donc le temps nous est compté, il y aura d'autres occasions d'en discuter sur d'autres thématiques, comme M. Fall l'a souligné, à savoir, lui, il travaille sur le climat santé. Moi, je travaille sur les événements extrêmes. Madame Touré travaille sur la pollution atmosphérique. Il y a vraiment, c'est vraiment, comme on le dit, c'est interdisciplinaire. Donc, il y a les disciplines sans l'art. Donc, c'est très important, ces gens de webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Sur ce, je vais devoir déclarer close la réunion jusqu'à la prochaine fois. Merci à vous.